Merci de votre présence matinale. Un horaire qui a peut-être découragé ou empêché certaines personnes de venir. La visioconférence sera enregistrée et donc sera disponible pour une réécoute ultérieure. C'est une première conférence digitale qu'on met en place en collaboration avec trois structures et l'accompagnement de FIDAL Grand Est Nancy. Donc les trois structures invitantes sont celles que j'ai le plaisir de présider, de diriger, qui est donc Réal Investissement Conseil et Patrimoine, une structure adossée au groupe national Thésaurus, qui lui apporte tous les éléments nécessaires à un accompagnement qualitatif de nos clients, entrepreneurs au sens large, sur tous les aspects de la gestion de l'actif, des aspects juridiques et fiscaux. La deuxième structure qui participe à cette conférence, c'est Floria Finance. Floria Finance qui est dirigée et animée par Florence Benoît. Et Floria Finance est une structure qui se consacre plus à la gestion du passif, elle, et la gestion de tous les aspects prévoyance pour les entrepreneurs ou les investisseurs au sens large. Troisième structure avec laquelle nous sommes en collaboration, c'est LH Conseil. LH Conseil qui est animé avec brio et dynamisme par notre ami Philippe Houillon, qui lui se consacre auprès des entrepreneurs à tout ce qui est l'éventuelle transmission, mais aussi les acquisitions, voire la recherche de capitaux et la levée de fonds pour accompagner le dirigeant, soit dans sa transmission, soit dans son développement. Ces trois structures, donc qui sont totalement indépendantes, additionnent leurs compétences pour mieux accompagner nos clients dirigeants d'entreprise, entrepreneurs et investisseurs. Avec cette indépendance qui nous caractérise, ça nous donne la possibilité d'aller chercher les solutions sur mesure qui correspondent à chaque situation individuelle. Et cette première conférence digitale, nous avons le plaisir d'être accompagnés par le groupe FIDAL et FIDAL Nancy Grand Est, avec l'intervention de Maître Blot. Maître Blot qui est directeur du patrimoine, du droit patrimonial chez FIDAL Nancy. La conférence va donc porter sur deux thèmes principaux, les baux et les dividendes. La situation de la crise sanitaire Covid nous a tous mis dans des conditions particulières et l'éclairage de FIDAL sur ces deux thèmes très compliqués et très complexes mais très importants de cette période nous semblait très intéressant pour l'ensemble de nos clients et partenaires. Donc je vais passer la parole à Maître Blot qui va nous parler de ces deux thèmes, les baux et les dividendes. Bon, il convient à toutes et tous d'être présents ce matin, malgré l'heure un peu tôt là pour nous écouter. Je remercie Réal Investissement Conseil et Patrimoine, Floria Finance et LH Conseil pour leur aimable invitation. C'est très sympa et je pense qu'on va essayer de faire régulièrement ce type d'intervention. Donc le sujet d'aujourd'hui, les deux sujets d'aujourd'hui sont des sujets typiquement Covid-19 et sanitaire, puisqu'il s'agit d'abord du gel des dividendes, du gel de distribution des dividendes, et puis ensuite de l'exécution des baux commerciaux pendant la crise sanitaire. En ce qui concerne le gel des dividendes, je ne sais pas si on peut passer à les diapositives. Donc face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, assez rapidement d'ailleurs, un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises. Alors ces mesures rapidement, c'est le report des échéances fiscales et sociales, c'est le remboursement anticipé de certains crédits d'impôt, l'assouplissement du recours à ce qu'on appelle le chômage partiel, et puis la mise en place de ce qu'on appelle maintenant les PGE, les prêts garantis par l'État. Dès le 27 mars, le ministre de l'économie et des finances a assez rapidement indiqué
que les entreprises qui continueraient de verser des dividendes seraient exclues du bénéfice de certaines de ces aides étatiques, sans préciser à cette date-là les conditions de l'exclusion. Quelques grandes entreprises ont assez rapidement également indiqué qu'elles ne solliciteraient pas les aides étatiques, sous-entendu pour continuer à bénéficier de leur liberté en matière de distribution de dividendes. Le dispositif de non-cumul entre aide étatique et distribution de dividendes a été précisé par une FAQ publiée le 2 avril dernier sur le portail du ministère de l'économie et des finances. Donc ce n'est pas un dispositif légal, c'est important de le préciser, ce n'est pas un dispositif légal. Ce dispositif de non-cumul relève en fait de l'engagement moral et éthique, malgré le fait qu'il y ait des sanctions. On verra en fin de sujet qu'il y a des sanctions au non-respect de cet engagement moral et éthique. Alors, tout d'abord, quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce dispositif? Le dispositif vise, vous allez comprendre avec les conditions, le dispositif vise les grandes entreprises, je dirais même les très grandes entreprises, parce que ce dispositif concerne soit des entreprises qui sont indépendantes, soit des groupes d'entités qui emploient lors du dernier exercice clos au moins 5 000 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d'euros. Les deux critères sont alternatifs, c'est-à-dire que on est concerné si on est une entreprise qui emploie au moins 5 000 salariés ou si on est une entreprise qui emploie moins de 5 000 salariés mais qui réalise un chiffre d'affaires de plus d'1,5 milliard d'euros. Les deux critères étant appréciés dans le périmètre géographique de la France. En ce qui concerne le groupe, puisque c'est les entreprises indépendantes, mais c'est plus les groupes qui sont concernés, la définition du groupe n'est pas précisée, mais on nous dit que peut être retenue soit la définition qui est applicable dans le cadre de la réglementation sur la CVAE, soit la définition du groupe telle qu'elle résulte de la législation sur l'intégration fiscale. Alors les deux définitions ne se superposent pas exactement, elles ne sont pas tout à fait identiques, mais enfin il y a un point commun qui est la détention directe ou indirecte du capital et des droits de vote à hauteur d'au moins 95%. La définition en matière de CVAE du groupe étant un tout petit peu plus large que celle utilisée en matière d'intégration fiscale. Alors l'engagement donc de ne pas distribuer de dividendes, l'engagement de non-distribution s'applique à toutes les sociétés françaises du groupe. Ce qui veut dire que si une seule société du groupe méconnaît l'engagement de non-distribution, elle remet en cause le bénéfice des aides étatiques, y compris pour l'ensemble des sociétés françaises du groupe. C'est-à-dire que toutes les sociétés du groupe doivent respecter l'engagement de non-distribution, même si certaines d'entre elles ne bénéficient pas des aides étatiques. Et inversement, une société du groupe peut se voir remettre en cause le bénéfice des aides étatiques si elle respecte, même si elle respecte l'engagement, mais si une des sociétés du groupe ne respecte pas l'engagement. Donc il y a vraiment une gestion du dispositif au niveau du groupe qui peut être parfois très délicate. Ne sont concernées, encore une fois, que les sociétés françaises. Donc l'engagement moral et éthique posé par le ministère de l'économie et des finances ne concerne que ces entreprises-là. Pour les autres entreprises, elles ne relèvent pas du dispositif de non-cumul. En revanche, il faut être très prudent parce que très souvent, dans les contrats de prêt garantis par l'emploi, les banques introduisent un certain nombre de clauses et un certain nombre d'engagements de l'emprunteur, et notamment des engagements en matière de distribution de dividendes qui parfois peuvent être plus larges que les engagements posés par le dispositif du ministère de l'économie et des finances. Alors ensuite, quel est l'objet de l'engagement? Qu'est-ce qui est interdit aux entreprises qui sont concernées par le dispositif? Il y a deux interdictions. Elles ne doivent pas verser de dividendes en 2020 à leurs associés en France ou à l'étranger. Et puis la deuxième interdiction, elles ne doivent pas procéder à des rachats d'actions.
Alors, première interdiction, elles ne doivent pas verser de dividendes en 2020, alors ça concerne que l'année 2020, à leurs associés, que ce soit des associés français ou des associés étrangers. Ne sont visées que les distributions de dividendes qui ont été décidées à compter du 27 mars de 2020. Donc, toutes les distributions de dividendes qui ont été décidées avant cette date sont sans conséquence par rapport au dispositif de non-cumul. Toutes les formes de distribution sont visées, que ce soit les distributions de dividendes en numéraire, les distributions classiques, que ce soit les distributions de dividendes en actions, ça peut arriver, ou des distributions de dividendes sous forme d'attribution d'actifs sociaux. On peut avoir des hypothèses de distribution de dividendes avec remise d'un actif social, un immeuble, un bien qui appartient à la société. Toutes ces distributions sont concernées par le dispositif. De même, quelle que soit l'imputation du dividende, la distribution est concernée. C'est-à-dire que il importe peu que la distribution soit imputée sur le résultat de l'exercice, en l'occurrence 2019, ou qu'elle soit imputée sur les réserves ou sur d'autres comptes de capitaux propres, des primes, ou même s'il s'agit d'un acompte sur dividende. Donc voilà, l'interdiction est relativement large. Alors, en revanche, sont possibles ce que le dispositif appelle des distributions intragroupes. Alors, les distributions intragroupes au sens de ce dispositif, ce sont celles qui ont pour effet de soutenir financièrement une société française, notamment pour lui permettre de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers. Alors, on pense essentiellement au schéma classique de LBO où la holding qui est endettée a besoin des remontées de dividendes de sa ou de ses filiales pour assumer le remboursement de son emprunt. Donc ces distributions-là intra-groupe restent possibles à condition effectivement qu'il s'agisse de financer des opérations qui ont été conclues avant le 27 mars 2020. Donc, en général, c'est le cas. Sont également possibles les distributions des entités étrangères du groupe au profit des entités françaises du groupe. Donc, tout ce qui vient de l'étranger vers la France, c'est possible. Par contre, la distribution de la France vers l'étranger, ça ne sera pas possible, même si c'est intra-groupe, sauf si on est dans l'exception où il s'agit de soutenir financièrement une société pour qu'elle puisse faire face à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, étant précisé que tout ce qui sort de France n'est pas possible. Sont possibles également les distributions décidées par les entités pour se conformer à une obligation légale de distribution d'une quote-part de leurs résultats en 2020. Il y a un certain nombre de sociétés qui, légalement, parce qu'elles bénéficient d'un régime fiscal particulier, en contrepartie, sont tenues de distribuer tous les ans une quote-part de leurs résultats. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les SPICAV. Les SPICAV sont des sociétés de placement immobilier à capital variable qui sont des entités qui sont assujetties à l'IS mais qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Et en contrepartie de cette exonération de l'impôt sur les sociétés, elles ont une obligation de distribuer, je crois de mémoire, 80% de leurs résultats annuels. Avec il y a des nuances dans ce que je viens de dire, mais en tout cas voilà, il y a une obligation de distribuer. Et donc dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'une obligation légale, la distribution ne sera pas une contravention au dispositif de non-cumul. La deuxième interdiction, il s'agit de ne pas procéder à des rachats d'actions en 2020. Alors, sont expressément visés les rachats d'actions en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Donc, c'est la réduction de capital donc par voie de rachat d'actions. Ça, c'est en principe interdit. Il y a des exceptions. Sont autorisés le rachat d'actions par la société en vue de l'attribution de ces actions aux salariés ou les rachats liés à l'exécution d'engagements juridiques antérieurs au 27 mars 2020. Alors, la FAQ vise expressément des dispositifs de rachat d'actions dans le cadre de contrats de liquidité qui ont été conclus avant le 27 mars 2020.
On peut penser à des clauses, dispositifs contractuels à insérer dans des pactes d'actionnaires où on aurait une obligation de procéder à des rachats d'actions à des dates déterminées. On peut penser aussi à des obligations de rachat qui sont liées à l'émission d'actions rachetables. C'est une catégorie d'actions privilégiées, dont l'un des privilèges est justement le droit pour l'actionnaire titulaire de lever l'option de rachat de ces actions, ou alors c'est un rachat automatique à des dates déterminées ou déterminées. Donc tout ça, dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'engagements de rachat qui ont été souscrits avant le 27 mars 2020, ne seront pas donc concernés par le dispositif de non-cumul. Sont également autorisés les rachats d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externes, à condition qu'ils soient nécessaires et que l'opération fasse l'objet d'un engagement juridique noué avant le 27 mars 2020. En tout état de cause, c'est à la société qui procède à une opération soit de distribution de dividendes, soit de rachat d'actions, c'est à elle de démontrer qu'elle se situe dans l'une des opérations admises par le dispositif de non-cumul. La charge de la preuve pèse évidemment sur la société. Alors, cet engagement de non-cumul s'applique dès lors que la société sollicite le bénéfice d'aide étatique, mais il n'y a que deux types d'aide étatique qui sont concernés par ce dispositif de non-cumul. C'est d'une part le report des échéances fiscales et sociales, et d'autre part le prêt, le PGE, les prêts garantis par l'État. Donc, par exemple, le recours à l'activité partielle, au chômage partiel pendant la crise sanitaire n'est pas conditionné à ces engagements de non-distribution ou de rachat d'actions. Quelles sont les sanctions de ce dispositif? Alors, si on n'a pas souscrit l'engagement ou si on ne le respecte pas, il y a évidemment des conséquences. Alors, si on a sollicité le bénéfice du report d'échéance, donc on a soit l'inéligibilité au report d'échéance parce qu'on n'a pas souscrit l'engagement, ou si on l'a souscrit et qu'on ne le respecte pas, la conséquence, c'est l'obligation de paiement immédiat des charges sociales et des impôts avec l'application des pénalités de retard. S'il s'agit du PGE, soit on est inéligible parce qu'on ne souscrit pas l'engagement. Si on a souscrit l'engagement, qu'on bénéficie du PGE, mais qu'ensuite on ne respecte pas son engagement, la sanction, c'est par principe, la banque doit demander le remboursement immédiat du PGE. Voilà très rapidement ce que l'on pouvait dire de manière assez synthétique sur le gel des dividendes. Alors, Maître, nos amis et participants ont trouvé le petit bouton qui permet de poser les questions. Donc, je me fais leur interlocuteur auprès de vous. Une première question sur les clauses particulières imposées par les banques dans la mise en place d'un PGE. Peuvent-elles être contestées? Non, parce que c'est contractuel. C'est-à-dire que à partir du moment où en fait, il faut savoir que le prêt est garanti par l'État, certes, mais c'est un prêt qui est consenti par les banques. Donc les banques peuvent vous mettre insérer dans les contrats de prêt un certain nombre de clauses. C'est assez classique d'ailleurs, hein. Même bien avant le Covid, on avait un certain nombre de clauses, ne pas participer à des opérations de fusion, etc. Des clauses qui entraînent la déchéance du terme. Et on peut avoir effectivement des obligations en termes de distribution. Et ces clauses-là, pour peu qu'elles soient bien rédigées, ne sont par principe pas contestables dès lors qu'elles ont été acceptées en connaissance de cause par l'emprunteur. Merci. Deuxième question. Lorsqu'il existe des actions de préférence prévoyant un dividende prioritaire et ou préciputaire, notamment vis-à-vis d'investisseurs financiers, ces dividendes peuvent-ils être suspendus? C'est une question délicate, c'est une question d'autant plus délicate que je l'ai rencontrée moi dans un dossier là tout récemment. Je considère que non, hein, dès lors qu'il s'agit d'une obligation qui a été contractée avant le 27 mars 2020,
on ne peut pas faire échec au dispositif prévu par soit les statuts, soit par le pacte d'actionnaires. Donc, en l'occurrence, c'est les statuts. Donc, la distribution qui est obligatoire, de par une obligation qui a été générée juridiquement avant le 27 mars 2020, elle n'est pas une contradiction à l'engagement, on est obligé de le faire. En revanche, moi il me semble qu'il est de la responsabilité des dirigeants de la société qui a émis ces obligations privilégiées de proposer la suspension. On peut pas l'imposer aux actionnaires titulaires des actions de préférence, mais il me semble que la responsabilité des dirigeants, c'est de proposer cette suspension, cette suppression au titre de l'exercice 2020. Mais la décision relève de la décision des titulaires des actions, puisque la réglementation nous dit qu'on peut pas modifier les droits attachés aux actions privilégiées sans qu'on ait une décision de l'Assemblée spéciale rassemblant les titulaires des actions privilégiées concernées. Merci. Une troisième question. Le gel des dividendes s'applique-t-il aussi lorsque l'entreprise a sollicité le remboursement anticipé d'un crédit d'impôt? Non. Les deux aides étatiques qui sont visées par le dispositif, c'est bien le PGE et le report d'échéance, les échéances fiscales et sociales. Donc, on ne peut pas, il n'y a pas d'engagement pour le bénéfice des autres aides étatiques. On va en prendre une dernière. Que se passe-t-il lorsque l'assemblée de distribution a été convoquée avant le 27 mars et qu'elle ne s'est pas tenue, elle n'a pas pu se tenir après le 27 mars? En fait, la date butoir, c'est le 27 mars. Donc, ce qui est déterminant, c'est que la distribution ait été décidée avant ou après le 27 mars. C'est la décision de l'Assemblée qui compte. Donc, si l'Assemblée a été convoquée avant le 27 mars, mais que la décision intervient après le 27 mars, on entre dans le champ de l'interdiction. Donc, c'est la décision de l'Assemblée qui est déterminante. Parfait. Écoutez, pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à reposer vos questions par le biais du chat. Et on va passer au second point que nous avions prévu pour cette conférence, à savoir les baux commerciaux. Les baux commerciaux qui ont fait beaucoup parler et coulé beaucoup d'encre, surtout à la télévision sur BFM. Maître Blot, quelle est votre position sur le sujet? Alors c'est un sujet qui évidemment, c'est une question qui est évidemment très très importante puisque ça concerne énormément d'entreprises, petites, très petites, PME et entreprises plus importantes. Donc c'est un sujet qui concerne énormément de monde et qui évidemment a suscité, j'allais dire de manière un peu péjorative, beaucoup de littérature. Et c'est une question qui est quand même délicate. Bon, je me lance un peu, je prends position, mais il faut savoir que rien n'est définitivement tranché puisqu'on est dans une situation totalement inédite. À ma connaissance, c'est complètement inédit, effectivement, qu'on ait une fermeture d'établissement qui est imposée par l'État, et la jurisprudence est évidemment pas d'un grand secours pour proposer des solutions dans la mesure où il n'y a pas eu de cas précédent. Alors, tout est parti en fait d'une annonce du président de la République le soir du 16 mars 2020, puisque dès le 16 mars 2020, le président de la République nous a informé que nous étions confinés tous à la maison, mais s'est empressé effectivement de parler des mesures de soutien aux entreprises, et notamment il a indiqué qu'il y aurait une suspension des factures d'électricité, d'eau, de gaz et les loyers. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé pratiquement le soir même en me disant « j'ai un petit appartement qui est loué à un jeune couple, est-ce qu'ils vont être obligés de me payer mon loyer pendant le confinement ?» Ça a été lâché un petit peu comme ça dans la nature, mais ça a été source un petit peu de questionnement et d'incertitude. Ensuite, il y a eu les textes. Il y a deux textes, principalement. Il y a un premier texte qui vise précisément les loyers et les charges des locaux commerciaux. C'est l'ordonnance. Bon, il y a une foultitude d'ordonnances qui ont été publiées le 25 mars 2020, et donc c'est
Ce sont deux ordonnances du 25 mars 2020. La première, il s'agit de l'ordonnance 2020-316 en son article 4. Alors, rapidement, je donne lecture de la disposition qui est importante. Donc, les personnes qui sont mentionnées à l'article 1er, j'y reviendrai, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d'astreintes, d'exécution de clauses résolutoires, de clauses pénales ou de toute clause prévoyant une déchéance ou d'activation des garanties ou cautions en raison du défaut de paiement de loyer ou de charges locatives afférentes à des locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et dispositions des articles, et je vous passe les détails. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. Donc c'est un texte qui vise précisément les loyers et les charges des locaux professionnels et commerciaux. Ce texte s'applique et vise exclusivement les loyers et charges dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars et l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. La fin de l'état d'urgence sanitaire, à ce jour, elle est fixée au 10 juillet 2020, ce qui veut dire que la période concernée, ce sont tous les loyers et les charges dont l'échéance de paiement, donc l'exigibilité, intervient entre le 12 mars et le 11 septembre 2020. Ce texte ne s'applique pas à tous les locataires puisqu'il a un champ d'application très, très restreint, puisqu'il s'applique à toutes les personnes physiques ou morales de droit privé qui sont résidentes fiscales françaises, qui exercent une activité économique et qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité qui a été créé par une des ordonnances du 25 mars 2020. C'est-à-dire, en fait, ça vise les personnes physiques ou morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, qui ont une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020, dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, dont le chiffre d'affaires constaté à la clôture du dernier exercice est inférieur à 1 million d'euros et qui ne sont pas contrôlés par une société commerciale au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. Pour faire simple, on peut être contrôlé dès lors que 40% du capital, sous certaines conditions, est détenu par une société commerciale. Donc, le champ d'application est relativement restreint, ça concerne essentiellement les TPE. Donc, ce dispositif, quel est-il? On nous dit, pour le non-paiement des loyers et des charges pendant cette période de neutralisation, 12 mars, 11 septembre, à l'heure actuelle, il n'est pas impossible que, compte tenu de l'évolution de la pandémie, la date de fin d'état d'urgence sanitaire soit repoussée. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est 12 mars, 11 septembre. Donc, tout ce qui doit être payé en termes de loyer de charges pendant cette période, en cas de non-paiement, le bailleur ne peut pas invoquer les pénalités financières, les intérêts de retard, les dommages et intérêts, les astreintes, il ne peut pas invoquer la clause résolutoire, il ne peut pas invoquer des clauses pénales qui seraient insérées dans le bail, il ne peut pas invoquer des clauses contractuelles qui entraîneraient la déchéance du bail, et il ne peut pas non plus activer la clause résolutoire, et il ne peut pas faire appel aux cautions et activer les garanties dont il bénéficierait au terme du bail. Donc, ce qui est très important dans ce premier texte, c'est que si vous voulez, le gouvernement, le législateur, mais le gouvernement n'a pas pris position expressément sur le fait de savoir si les loyers continuaient d'être dus pendant cette période, pendant la période de 12 mars 11 septembre. Il ne fait que neutraliser les conséquences d'un non-paiement des loyers et des charges. Il ne se prononce pas expressément sur le fait, sur le point de savoir si les loyers et les charges continuent d'être dus pendant le confinement ou pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Alors on pourrait me dire qu'à contrario, s'il régit, il neutralise les sanctions, c'est qu'en amont, il considère que c'est dû. En fait, ça c'est pas dit expressément. Et quand on fait la comparaison de l'article 4 dont je viens de parler, de cette ordonnance du 2020-316, avec l'article 3 de cette même ordonnance, qui, elle, qui traite des factures d'électricité, d'eau et de gaz,
Là, le législateur le gouvernement a été beaucoup plus précis parce que il organise de manière très détaillée le report de l'échéance de paiement des factures de gaz, d'eau et d'électricité pendant la même période, 12 mars, 11 septembre, et il organise un échéancier des sommes qui sont dues par cette période, un échelonnement du paiement de ces sommes sur les échéances postérieures au 11 septembre. Donc là, on voit qu'il est beaucoup plus précis, parce qu'il dit bien, c'est dû, la preuve, c'est que moi, j'organise un système de paiement, d'étalement des sommes dues sur la période postérieure. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les loyers et les charges locatives. Donc c'est important, ça veut dire quelque chose à mon sens, hein, c'est mon interprétation, c'est que le législateur, le gouvernement n'a pas voulu se positionner sur le fait que l'obligation continuait d'être due juridiquement. Ce qui est important aussi de dire sur ce texte, qu'on vient d'évoquer, c'est qu'il s'agit d'une neutralisation définitive. C'est-à-dire que tout ce qui est dû entre le 12 mars et le 11 septembre, les sanctions qui sont évoquées par le texte sont neutralisées, y compris après la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est définitif. On ne pourra pas, le bailleur ne pourra pas appeler les cautions, pour faire simple, ne pourra pas appeler les cautions s'il s'agit du paiement des loyers et des charges sur la période 12 mars, 11 septembre. Même dans un an, même dans 6 mois, c'est définitif, c'est une neutralisation définitive. De même, il ne peut pas invoquer, même après le 11 septembre 2020, la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges entre le 12 mars et le 11 septembre. C'est une neutralisation, en l'état actuel du texte, qui est définitive. Cette période-là est neutralisée pour les entreprises qui peuvent bénéficier de cette disposition. Le deuxième texte, c'est un texte qui est plus général, puisqu'il ne concerne pas exclusivement les baux, il concerne à peu près tous les contrats, puisque il s'agit de l'ordonnance 2020-306 du même jour, 25 mars 2020, et c'est toujours l'article 4. Alors, je ne vais pas vous donner la lecture du texte, parce qu'il est relativement long, je vais synthétiser. Là, il s'agit de neutraliser les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Ces sanctions-là, l'ordonnance nous dit je les neutralise, mais temporairement. C'est-à-dire, contrairement au texte précédent, c'est neutralisé définitivement. Là, je les neutralise temporairement. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces modes de contrainte, le bailleur peut utiliser ces modes de contrainte, mais les effets de ces modes de contrainte sont reportés dans le temps après une certaine date. Aujourd'hui, c'est après le 23 juin 2020, donc là on est sur une période déjà beaucoup plus courte, 12 mars, 23 juin 2020. Et il ne s'agit pas de neutraliser définitivement les sanctions, mais simplement reporter leurs effets après le 23 juin 2020. C'est un dispositif qui est général, qui s'applique à tous. Il n'y a pas et pas seulement aux personnes qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Là encore, ce qu'on peut retenir, c'est que le pouvoir exécutif ne s'est pas prononcé expressément sur la suspension ou non de l'obligation. Il ne gère que les effets d'une éventuelle inexécution de l'obligation, en reportant les effets des sanctions dans le temps. Donc, en finale, les textes ne sont pas prévoient un certain nombre de choses, ne sont pas d'un recours absolu pour déterminer le point de savoir si le locataire est réellement tenu de payer ses loyers pendant la période dite de confinement ou même pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Alors, il y a toutefois une réponse ministérielle. On sait les juristes savent que les réponses ministérielles ne sont pas des sources de droit. Elles ne sont que l'expression de la position de l'administration sur un point. On a une réponse ministérielle du 26 mai 2020 qui confirme que les deux ordonnances dont on vient de parler n'ont pas suspendu l'exigibilité des dettes contractuelles. C'est une réponse ministérielle.
Donc si la réponse n'est pas dans les textes qui sont source de droit, il faut revenir au droit commun. Il faut revenir au droit commun. Le principe en matière contractuelle, c'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat. Dès lors qu'un contrat est valable, il doit être exécuté. Le Code civil nous dit il tient lieu de loi entre les parties. Par principe, le principe, c'est bien que les loyers et les charges, même pendant cette période un peu troublée ou même pendant la période de confinement, le principe, c'est bien celui de l'exécution du bail et donc de l'obligation de payer les loyers et les charges afférentes à cette période. Mais quels sont les arguments du locataire? Est-ce qu'il n'a pas des arguments? Alors, je vais faire une réserve que j'ai déjà faite tout à l'heure. La position que je vais exprimer est une position un petit peu exploratoire. Il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet, donc il y aura effectivement des juristes qui ont une position totalement inverse à celle que je vais exprimer. Il y en a d'autres qui ont à peu près la même position. Moi, je pense que le débat doit être posé. Parce que je pense que le raisonnement que je vais soutenir a une certaine crédibilité juridique. En tout cas, sur ce sujet, on a dit tout et son contraire. Sur ce sujet, on a dit parfois tout et n'importe quoi. Et je vais essayer de pas dire n'importe quoi aujourd'hui. Je pense qu'il faut distinguer deux situations. La première situation, c'est la situation dans laquelle le locataire a été obligé de fermer son établissement. Il exerce une activité qui a été visée, pour laquelle il n'a pas été possible de continuer à exercer son activité pendant la période de confinement. Là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait que le locataire se soit retrouvé dans une obligation où il a dû fermer son établissement n'a pas une conséquence sur l'exécution de son obligation. Alors on se dit que le bailleur a une obligation qui est une obligation de délivrance conforme du local, c'est-à-dire qu'il doit mettre à la disposition du locataire un local conforme à l'usage pour lequel il a été destiné. Et le fait que le local soit contraint d'être fermé par une disposition réglementaire est de nature à considérer que le bailleur n'a pas été en mesure pendant cette période d'exécuter son obligation de délivrance conforme, qui est une obligation qui est pas instantanée, qui doit être exécutée tout au long du bail, et on peut considérer que cette obligation de fermeture a empêché le bailleur d'exécuter son obligation de délivrance conforme. Et cette situation-là permet au locataire d'invoquer un dispositif civiliste qu'on appelle l'exception d'inexécution, c'est-à-dire que dans un contrat dit synalagmatique, pour faire un peu savant, c'est-à-dire un contrat où les obligations des deux parties sont interdépendantes, si l'une des parties n'est pas en mesure d'exécuter son obligation, l'autre partie doit pouvoir dire moi je suspends l'exécution de mon obligation. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. C'est un concept civiliste qui est dans le code civil. Et peu importe, parce que là il y a un débat, peu importe que le bailleur puisse éventuellement, le cas échéant, invoquer ce qu'on appelle un cas de force majeure. Peu importe. L'exception d'inexécution n'est pas bloquée parce que l'autre partie est dans une situation où il ne peut pas exécuter son obligation du fait d'un cas de force majeure. Ça, c'est réglé par la doctrine juridique et je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le sujet. Donc, le locataire peut en tout cas, à mon sens, c'est le seul raisonnement juridique à peu près crédible. Il pourrait invoquer l'exception d'inexécution en invoquant le fait que cette période de confinement a rendu impossible l'exécution d'obligations de délivrance conforme du bailleur. En tout cas, ce qui constitue des impasses pour le locataire, le fait de lui-même invoquer la force majeure, je ne peux pas payer les loyers parce que je suis confronté à un cas de force majeure, ça c'est une impasse parce que ça se heurte assez frontalement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que juridiquement, un cas de force majeure ne fait jamais obstacle à l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent. Juridiquement, un cas de force majeure n'empêche jamais l'exécution du paiement d'une somme d'argent. Et puis une autre impasse, à mon sens,
serait d'invoquer le mécanisme de l'imprévision. Alors, le mécanisme de l'imprévision a été introduit dans le Code civil relativement récemment, ça date d'octobre 2016. C'est un dispositif qui nous dit que lorsque les circonstances qui ont entouré, circonstances notamment économiques qui ont entouré la conclusion de contrat se modifient de manière substantielle, on doit pouvoir adapter le contrat à ce nouvel environnement économique. Et alors, ce dispositif-là n'entraîne pas la suspension des obligations, mais une obligation d'adaptation du contrat. Alors, ça ouvre une période de négociation entre les parties, et au terme de cette période de négociation, si les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'adaptation du contrat, c'est le juge qui adaptera le contrat. Mais pendant toute cette période, c'est le contrat qui doit s'appliquer dans les conditions initiales. Donc, c'est pas un dispositif qui est opérant pour permettre aux locataires de suspendre l'exécution de l'obligation. Alors, ce qui est important aussi de préciser, c'est que l'exception d'une exécution, ça n'est pas simplement un report d'échéance. Ça veut dire que pendant la période dans laquelle on peut invoquer l'exception d'une exécution, les obligations ne sont pas dues. Il n'y a pas de rattrapage après, c'est pas dû. Parce que pendant cette période-là, on s'est confronté à une exécution de la part de l'autre partie. Le bailleur, lui, a des moyens d'action. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps nous est compté. Le bailleur a, lui, des moyens d'action en fonction de la qualité de son locataire. Si le locataire est un locataire qui peut bénéficier du fonds de solidarité, le bailleur va se heurter à ce dispositif de neutralisation des sanctions pendant la période, pour les loyers dus pendant la période du 12 mars au 11 septembre. Donc, ces moyens d'action-là sont verrouillés, sont neutralisés définitivement. S'il s'agit d'un locataire qui ne bénéficie pas du fonds de solidarité, là, il pourra mettre en œuvre les sanctions, clauses résolutoires, clauses pénales, etc., etc. Mais les effets de ces sanctions sont reportés après le 23 juin. Donc, il a pu enclencher pendant la période de confinement les dispositifs de sanctions. Au-delà de ça, le bailleur, ce qui ne lui est pas interdit, c'est d'agir contre son locataire en paiement des loyers. Ça, il peut parfaitement le faire. Il n'y a aucune des deux ordonnances ne l'empêche de le faire avant et a fortiori aujourd'hui. Le bailleur aussi a pu songer et il peut songer à opérer des mesures conservatoires pour conserver ses droits, donc faire des saisies conservatoires, etc. Avec une précision, c'est que le bailleur est un petit peu privilégié puisque en vertu de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n'a pas besoin d'un titre exécutoire et il n'a pas besoin de l'autorisation du juge. Il peut aller directement saisir un huissier pour pratiquer des mesures conservatoires. Alors, en conclusion, rapidement, devant l'absence de mesures législatives à peu près claires sur le sujet, est-ce que l'obligation est due pendant cette période-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un contentieux de masse sur le sujet. Je pense que les juridictions savent qu'il va y avoir un certain nombre de dossiers qui vont arriver, donc elles sont déjà encombrées, ils ont déjà pris du retard pendant le confinement, même après le confinement, parce que par exemple à Nancy, le tribunal a été fermé pendant près d'une semaine parce qu'il y avait quelques cas de Covid qui surgissaient. Donc là, on va avoir un contentieux de masse et je pense que le gouvernement en est parfaitement convaincu et il souhaite éviter cela. Et pour éviter cela, il favorise des dispositifs de négociation. Et notamment, il a lancé une mission de médiation sur les loyers des commerçants, qui a été lancée le 23 avril, qui a rendu ses conclusions et qui a permis la rédaction d'une charte qui encadrait les reports et les annulations de loyers pendant la période de confinement et la période de reprise jusqu'au 30 septembre 2020. Bon, c'est un dispositif qui est relativement, qui est très souple en fait, qui ne règle absolument rien puisqu'il n'est pas obligatoire. Il n'est absolument pas obligatoire, y compris pour les adhérents des fédérations qui ont signé cette charte. Et puis en fait, dans le dispositif, c'est relativement souple, puisque la charte prévoit le report par les bailleurs de 3 mois de loyer, 2 au titre du confinement, 1 correspondant au prorata des 4 mois de reprise,
pour les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille, qui en ont besoin, évidemment, ça ne réglera pas le problème puisqu'on va s'écharper sur la notion de besoin. Le bailleur et son commerçant devront s'accorder avant le 30 juin sur le règlement des sommes reportées et l'échéancier de remboursement qui pourra s'étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie. Là encore, c'est relativement subjectif. On prévoit une clause de rendez-vous, etc., etc. Bon, ça, rien n'est réglé, y compris par cette charte. Donc, le vrai bon conseil, c'est sans doute d'appeler les parties à négocier. Alors, certains bailleurs ont spontanément proposé, alors essentiellement des grosses foncières, ont spontanément proposé à leurs locataires des mesures d'accompagnement. Parfois des annulations de loyer, des dispositifs de report d'échéance. Bon, il y a spontanément des bailleurs ont proposé des solutions amiables. C'est essentiellement des gros propriétaires immobiliers, des grosses foncières. Les petits bailleurs sont plutôt moins souples, et parce que évidemment pour beaucoup c'est un complément de revenu pour les retraités. Ils ont eux-mêmes à faire face à des endettements bancaires conséquents. Donc, avec les petits bailleurs, c'est plus compliqué de discuter. Hein, bon, voilà. Le but, c'est quand même d'éviter un contentieux et de trouver une solution amiable, parce que, en tout cas, les règles, les dispositifs spéciaux édictés par les ordonnances ne règlent pas le problème, et que le droit commun propose des solutions. Enfin, c'est pas évident, et on ne sait pas comment les juges trancheront le débat lorsqu'ils seront saisis. Donc, ça peut mettre des années avant qu'on ait des solutions bien arrêtées. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement, hein, et à grands traits sur l'exécution des baux commerciaux pendant la période du Covid. Merci Maître Blot sur ce sujet aussi. Il n'y a pas de questions, juste une petite remarque personnelle. Petit retour d'expérience sur le sujet. Il y a quand même bon nombre de petits bailleurs qui acceptent aussi des annulations ou des reports. J'ai quelques cas qui me sont rapportés de beaucoup de bienveillance et de bonne volonté de la part de beaucoup de monde pour essayer de sortir positivement de cette situation très compliquée. Maître, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour l'exercice qui était difficile en temps, pour un sujet qui était important. La conférence donc sera disponible en réécoute. Il suffira de nous faire la demande. A priori, il y aurait une question. Quid des risques pour les bailleurs qui ne pourraient faire face à leurs propres obligations du fait du non-paiement des loyers? Eux-mêmes sont tenus, et là ils vont se confronter au principe d'exécution de force obligatoire de leur propre contrat d'emprunt. Hein. Ils sont tenus de verser des. Donc là aussi, en cascade, ils vont être obligés, sans doute, si eux-mêmes consentent un certain nombre de remises de loyer, et où se heurte un locataire qui refuse de payer le loyer, et que ça les met en difficulté par rapport à leur propre engagement bancaire, ils vont devoir effectivement négocier avec leur banque des schémas de report d'échéance, d'échelonnement d'échéance. Mais par principe, ils sont tenus de respecter leur propre contrat. J'ajoute rapidement, parce que le gouvernement a quand même, le législateur là en l'occurrence, favorise aussi le dispositif les accords amiables, puisqu'il a dans une des lois rectificatives pour 2020, il y a un dispositif qui permet de ne pas fiscaliser les loyers qui auraient été abandonnés par les bailleurs. Parce qu'en principe, hein, même si on abandonne un loyer, en principe, il est imposable. Et le législateur, pour favoriser justement et encourager les bailleurs à renoncer à certains loyers, une des lois de finances rectificatives a prévu que ces loyers remis ne seraient pas fiscalisés. Merci Maître pour toutes ces précisions. Nous aurons l'occasion, toujours à l'initiative de Florence Benoît, de Philippe Houillon et de moi-même, de revenir vers nos contacts pour parler de transmission, de succession
et de bonnes pratiques pour le dirigeant. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Je vous remercie de votre présence et on se donne rendez-vous début juillet pour une prochaine conférence digitale. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.